La protection de l'enfance. Alors, à qui l'honneur? Vas-y. Ah, je commence? Oui. Je m'appelle Christophe, j'ai 48 ans et je travaille dans le domaine commercial des énergies renouvelables en tant que directeur commercial et je suis son papa. Et j'ai également une autre fille et je vis en couple dans une famille recomposée où ma compagne a 3 enfants dont 2 vivent très régulièrement avec nous également. D'accord. Et moi, je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans. Je suis étudiante, je fais des études en assistant direction. Et je suis la fille de mon papa. Donc la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est de raconter un petit peu les circonstances du drame. Alors là, ça va peut-être plus s'adresser à ton père qui l'a vécu qu'à toi qui ne l'a pas vraiment vécu, ou en tout cas qui n'en a pas de souvenir. Donc, comment on en arrive à une adoption finalement? Par les circonstances de la vie. Historiquement parlant, donc pour resituer un peu le contexte, Déborah, avant d'être aujourd'hui ma fille, était la fille de la tante de mon ex-femme. Donc, ce qui se passe, c'est tout simplement une dame qui a à peu près une quarantaine d'années, qui a une aventure, et de cette aventure arrive une nouvelle, on va dire, et les choses se passent bien, et elle vient nous trouver en fait pour être les parrains et marraines donc de son enfant à venir, et tout commence par là. Et puis malheureusement on apprend que sa maman a contracté un cancer très grave, et elle vient nous retrouver en disant s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je peux compter sur vous? Et donc notre réponse est oui. Elle ne le sait pas au moment où elle vient vous demander la première fois. Alors elle sait qu'elle a un cancer, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, qui est effectivement quelque chose de sérieux au niveau de l'état de son état de santé, mais il n'y a rien à ce moment-là qui laisse présumer qu'elle en est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans ou très peu. Et donc elle vient nous dire, voilà, je veux garder mon enfant, je veux que les choses se passent bien pour elle, mais voilà, s'il m'arrive malheur, est-ce que je peux compter sur vous? Et c'est tout particulier parce qu'il faut savoir que pour des raisons qui leur sont propres, cette aventure qui déboule sur la naissance d'un enfant, le papa ne veut pas en entendre parler, le papa naturel, donc il ne reconnaît pas l'enfant, il ne veut rien en savoir, ou inversement, et elle, de son côté, dit non, moi non plus, je ne suis pas intéressée, je vais la m'en occuper toute seule, et j'ai dû créer ma fille toute seule. C'était son choix. Et donc les choses en sont là, je suis au début de ma vie d'adulte, de couple, nous sommes en train de faire construire une maison avec mon ex-femme. Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans, ça se passe en 2000-2001, donc elle est née en 2001, donc ça doit être, les discussions sont en 2001 à mon avis, donc j'ai 26 ans. D'accord. Et on est en train de construire une maison, on a nos projets professionnels, et en aucun cas on a prévu d'avoir un enfant. Et donc malheureusement en début 2003 ou fin 2002, elle a des très mauvaises nouvelles au niveau de l'hôpital. Elle apprend que le cancer a évolué gravement au niveau de la veine cave. Donc elle entreprend la chimiothérapie et donc on essaie de l'accompagner. Notre réalité fait que à ce moment-là, pendant la construction de notre future maison, on vit dans la maison juste à côté de là où vit sa maman. Historiquement, Déborah est née à Poissy, à côté de Paris. Ouais. Sa maman vivait là-bas. Et on a été voir, on était là-bas. On a vécu une expérience spéciale il y a quelques temps avec ça. Et sa maman avait souhaité vivre en France il y a longtemps. Et puis, elle décide de se rapatrier
Cet événement étant évidemment un déclencheur de ne pas se retrouver toute seule là-bas avec un enfant ou être malade et de ne pas le sumer. Donc elle revient et nous vivons juste à côté d'elle. Donc nous nous occupons beaucoup de Déborah et Déborah prend une place. Les premiers mots de Déborah, en tout cas, sont des mots très gutturaux et les premiers mots qu'elle me manifeste à moi, c'était des mots qui s'appelaient Tati, Tati. Elle répétait ça et on en avait fait Daddy. Et elle m'appelait Daddy. Et évidemment, c'était quelque chose de très particulier. On savait sans savoir. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Quoi, je ne le savais pas. Un lien? Oui, il y a un lien qui est né. Déjà, moi, je suis fils unique. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. La relation avec mes parents était terriblement mauvaise. Donc, je suis quelqu'un de seul dans l'absolu. Et être parrain pour quelqu'un qui n'a ni frère ni sœur, c'est quelque chose de rare. D'accord. Donc on en était au fait que tu m'expliquais que tu avais une relation compliquée avec tes parents. Mhm. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oh ben, je vais dire que j'étais fils unique, ce qui n'est pas rien de compliqué là-dedans, mais personnellement, moi j'ai connu la violence de la part de mes parents de manière assez forte, avec un parent violent et un parent, je ne connais plus les termes psychologiques qui sont repris comme ça, mais qui n'assiste pas, le non-assistant. Qui ne te protège pas. Et voilà, De qui ne l'autre protège parent, pas. violent. Il y avait, je pense que c'est Boris Cyrulnik, il y a eu un livre aussi qui s'appelait Parents toxiques, où ils décrivent très bien les deux profils. Donc je vais dire, pour moi, l'opportunité d'être parrain, qui est généralement en Belgique, en tout cas, quelque chose qui est assez réservé aux frères, sœurs, membres de la famille naturellement composée, est quelque chose de relativement inattendu. Ça ne m'est pas arrivé, je ne pense pas que ça va m'arriver. Et puis ça m'arrive. Et donc j'en suis très touché, c'est quelque chose de très fort, c'est le premier lien que je peux créer en dehors des liens que je construis. Et donc je suis très perturbé et très enchanté de ça. Et donc quand on sait qu'il y a cette maladie, quand on espère qu'il n'y a aucune échéance négative évidemment, mais que je vois ce petit bout qui commence... Que j'ai été chercher à Poissy en louant un camion pour déménager sa maman, pour la ramener en Belgique, et où pendant le trajet dans le camion, je suis avec un ancien ami qui conduit le camion, et moi j'ai le petit bout dans mes bras pendant tout le trajet de Poissy jusqu'ici, quand 3 semaines plus tard je me marie, en août 2001 je me marie, et où elle est dans son berceau, et où... le hasard fait qu'on fait une très très belle photo d'elle sur mon ventre et tout ça, et que cette photo sert de faire part. C'est vraiment... Il se passe des choses que l'univers a sans doute voulu créer pour nous et qui font que il y a un attachement tout de suite et immédiat. Et où, comme en plus il y a une absence de papa, je pense que cette place, à la fois je la reçois et je la veux. Pas la place de papa, je ne souhaite rien de négatif, mais ce qu'elle matérialise dans ces mots Daddy, je suis un peu particulier et ça se passe bien. Et puis T'es touché par ça? Ah bien sûr, je suis quelqu'un qui n'a pas de famille, je suis quelqu'un qui n'a pas de frère, pas de sœur, je ne sais pas ce que c'est à part ce que je vis, donc je suis touché. Cet enfant qui court dans mes bras, qui court vers moi en criant Daddy, Daddy, c'est hyper touchant. Je ne suis pas habitué à ça et je n'ai jamais connu ça. Le lien se crée et elle ne te laisse pas le choix quelque part. C'est ça. Et je n'ai rien à faire pour que le lien se crée. Ouais. En fait, c'est ce que j'apprends à découvrir plus tard, que c'est un lien inconditionnel. Et que j'ai toujours été habitué à avoir des liens conditionnels. Comme l'amitié, et j'ai des très belles amitiés, mais ces amitiés doivent s'entretenir, elles sont conditionnées, des amours aussi sont conditionnés parfois. Et puis en juin 2003, la maman vient nous trouver, la chimiothérapie n'a pas fonctionné, elle va retenter un nouveau traitement, elle doit être hospitalisée, donc elle nous confie en fait Déborah, et comme je travaille encore, si mon souvenir est bon, à Bruxelles à l'époque. Mon ex-femme travaille aussi à Bruxelles, ou en tout cas notre vie n'est pas bien harmonisée par rapport à notre lieu,
Donc, on a un peu Déborah, et puis après, elle est un peu chez son oncle. Enfin, elle tourne dans la famille de sa maman, de manière à s'en occuper. Et puis, sa maman nous informe, bon voilà, il faut refaire une thérapie, voilà, ça va encore. Ouais. C'est pas si grave que ça, mais bon, voilà, malheureusement, il faut faire des choses. Et puis 9 jours après, elle décède. Les choses se sont emballées. Voilà, et... On connaît bien l'histoire des cancers, hein, métastases. Etc. Voilà, c'est monté dans la veine cave, c'est parti vers le cœur, si j'ai bien tout compris au niveau médical, et ça ne lui a laissé aucune chance. Donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec une orpheline. Et ça ne veut pas dire que on étant la cellule familiale. La cellule familiale qui, je le rappelle, est un niveau au-dessus du nôtre, hein, puisque sa maman est la tante de ma femme à l'époque, donc on n'est pas obligatoirement concerné. Mais bien évidemment, les choses sont faites, la famille est au courant, qu'elle nous a demandé de nous en occuper, donc... Et puis elle t'a pas laissé le choix. Enfin, quand je dis elle t'a pas laissé le choix, j'ai envie de dire évidemment. Mais ça s'est réalisé, le lien est là, quoi. Bien sûr, et je me souviens encore, donc on est dans la famille, on est avec papy, avec Maminou, avec tous ces gens-là, grand-mère encore à l'époque, Vincent, Karine, enfin toute la famille, et ta maman. Et donc il est question de qu'est-ce qu'on fait avec Déborah. Et ça reste une famille relativement particulière, avec toutes ses qualités et ses défauts. Et la génération de sa maman dit clairement, nous, on n'a plus l'âge d'avoir un enfant si petit, ce que je peux comprendre. Et les autres générations, Max, Paul, Claire, ne sont pas du tout, ils ont 14, 16 ans, ils ne sont pas en état d'avoir un enfant. Donc, ils peuvent pas, donc quelque part, c'est à la fois incontestable que c'est nous ou une famille d'accueil. Et je me souviens, et ça me choque, et ça me trouble, et ça me renforce que mon ex-femme, et sans doute par respect, parce que peut-être elle se posait des questions, me dit, est-ce que tu es sûr? Parce que je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Enfin, elle manifeste, sans doute par pondération, peut-être par peur aussi de sa part, le fait que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la prend? Et je ne sais pas comment le dire, qu'à ce moment-là, je voulais qu'elle soit ma fille. Il n'y avait aucun doute, en fait. Il n'y a pas de question à se poser, je la veux. Et mon ex-femme me disait, oui, mais enfin, c'est pas ta fille, c'est pas de ta famille. Et alors, j'entends beaucoup de liens, j'entends beaucoup de gens, parfois, qui parlent de relations, d'amour, tout ça, mais cette relation de porte ouverte au fait d'être un jour son papa, elle a été ouverte dès le début, dès la première fois où sa maman m'en a parlé, puisque j'ai senti cette sensation d'appartenance, en fait. Entre elle et moi, hein. Autant j'étais à elle qu'elle était à moi, quelque part, dès que je savais que cette maladie était fatale. On savait qu'elle devrait intervenir un jour, pas si vite, évidemment, mais voilà, donc il a fallu faire les formalités, il a fallu faire le nécessaire, et puis... Quand ta mère biologique décède, tu as quel âge? 23 mois. 23 si je mois. pense. Oui, 23 mois. 23 mois, ouais. Tu as des souvenirs de ce... Non, Pas de souvenirs. grand-chose. Non. Logique. D'accord. Et alors, ce que tu décris, c'est quelque chose que je connais. Cette impression d'avoir été choisi, qu'on n'a pas avec des enfants naturels, parce que le lien qui se tisse, même s'il peut être très fort, évidemment aussi, n'est pas le même. Il y a, entre guillemets, enfin moi j'explique ça comme ça, mais il y a une absence de choix avec des enfants naturels. On est là, on se pose moins la question, évidemment, alors que tu choisis. Même si le lien est là, il y a un choix réciproque, je trouve. Même si ça peut paraître étonnant de parler de choix pour une enfant très jeune. Moi, j'ai ressenti ça avec une enfant de 3 semaines, prématurée d'1 mois et demi. La première fois que je la vois, elle me sourit. Et elle fait pas 2 kilos. Et les médecins qu'on a vus en néonat ont eu beau nous dire ça peut pas sourire à cet âge-là. Avec ma femme, on sait ce qu'on a vu, quoi. Donc cette notion de choix-là,
est quelque chose qui me touche, moi, quand tu racontes ça. C'était peut-être ridicule que ces premiers mots soient da, di ou dida, peu importe dans quel sens, mais pour moi c'était... Je ne sais pas si je dois matérialiser ça à un Dieu, à un être suprême ou au destin, mais clairement, il y avait un chemin, quoi. Donc, comment ça se passe quand... parce que les services sociaux sont de la partie, forcément. Comment ça se passe, l'adoption, juridiquement parlant, administrativement parlant? C'est quoi le parcours ensuite? C'est un parcours assez pénible. Donc en fait, à l'époque en Belgique, la procédure d'adoption est compliquée parce que je me retrouve à la fois dans une procédure d'adoption intrafamiliale, puisque mon actuelle ex-femme, mais à l'époque ma femme, est de la famille de Déborah, mais compliquée par le fait que nous sommes dans une adoption internationale, plénière. Et que donc, elle est française, puisqu'elle est née à Poissy et qu'elle vivait à Poissy, oui. Donc elle est française. Ouais. Donc on se retrouve dans une situation qui normalement devrait être simplifiée, puisque c'est une adoption intrafamiliale, mais qui est compliquée parce qu'elle est en France. Donc la procédure qui n'est pas très claire en Belgique, c'est en train de faire des changements et tout ça, on est en 2003 à l'époque, donc c'est pas encore très clair. Un juge de la jeunesse, ou un juge de la famille, excusez-moi, je ne sais plus ce qu'il en est saisi, et il décide le placement de l'enfant, et il va désigner des tuteurs et tutrices. Et en dépit de ce que vous pouvez en dire. En dépit de ce qu'on peut en dire. Et d'ailleurs, le choix des tuteurs et tutrices se fait sur mon ex-femme et sa maman. Je ne suis rien. Bon, je n'ai pas de problème avec ça. Enfin, si, mais... Si, t'as un problème avec... Moi, je serais à ta place, j'aurais un gros problème avec ça. Mais voilà, mon ex-femme me dit, écoute, c'est normal. Et puis, bon, je ne me formalise pas. Ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais je ne me formalise pas. Mais c'est très cohérent par rapport à la famille de cet endroit-là. Et donc, en fait, voilà, elle est placée chez nous, elle vit chez nous. Nous, on a construit notre maison, donc elle a évidemment sa chambre. On fait tout ce qu'il faut. On participe à l'enterrement de sa maman. Donc, on avait été voir une psychologue. Alors, je ne sais pas comment on appelle les psychologues spécialisés pour les enfants, j'ai oublié. Pédopsychiatre peut-être Oui, peut-être pédopsychiatre. Et elle nous dit que nous devons faire un rituel avec Déborah pour qu'elle puisse dire au revoir à sa maman. C'est quelque chose qu'on fait, c'est une procédure qui a été particulière, mais que j'ai fait avec tout mon cœur. Et donc elle nous dit, le jour de la cérémonie ou le jour des visites, parce que l'enterrement à 23 mois, c'est peut-être un peu long et tout ça, mais le jour d'une cérémonie, au moment où on fait les visites à la maison funéraire, faites quelque chose avec elle. Donc, j'en parle avec mon ex-femme qui me dit tout de suite « moi, tu comptes pas sur moi, je vais déjà avoir du mal à m'effondrer, à ne pas m'effondrer. » J'ai dit « Ok, je vais donc improviser. » Et je sais que, donc, à ce moment-là, devant toute la famille, mais je vais lâcher... Enfin, je ne sais plus qui l'amenait, on faisait les visites. Est-ce qu'elle était avec moi et je l'amène, ou est-ce que quelqu'un amène Déborah à ce moment-là et je prends Débo dans mes bras, ce petit bouchon de 23 mois, et je l'amène vers le cercueil qui est fermé. Et je lui dis, écoute, voilà, c'est ta maman qui s'en va, mais tu as une nouvelle famille. Enfin, je fais ce que la pédopsychiatre a fait. J'essaye de ne pas moi-même m'effondrer, parce que c'est assez touchant, et même si ce n'est pas quelqu'un de proche, je crois que je souffre plus pour elle que pour moi-même, parce que elle serait en âge de comprendre, ça serait quelque chose de très déchirant. Et puis voilà, cette procédure se fait, on commence les procédures pour l'adoption, mais on doit attendre une certaine période. Et je pense que la première période fixée par le juge est de 6 mois. Donc pendant 6 mois, elle est placée chez nous et sous la responsabilité d'un tuteur et d'un subprogé-tuteur. La première période se fait, nous contactons la France pour il faut des documents, enfin il y a plein de choses à faire pour obtenir des documents, acte de naissance, extrait d'état civil, enfin tous les trucs qu'il faut pour faire ça.
Et les périodes de 6 mois s'écoulent et le juge prolonge de nouveau de 6 mois la période. Et au final, en fait, ces mesures de prolongation comme ça font que ça va à peu près durer, je pense, au total 2 ans et demi, avant que nous ayons accès à la cellule assistance sociale en fait en Belgique. Donc, nous sommes reçus par des assistants sociaux qui veulent voir si nous sommes dignes d'être parents. Parce qu'on ne prend pas un enfant comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas bien lu le dossier, que cet enfant est placé chez nous depuis presque 2 ans et demi à l'époque, et qu'en gros, c'est déjà fait. Mais c'est pas grave, on va faire le jeu, enfin voilà, on fait les séances, on doit parler, quel est notre projet d'adoption, quel est notre projet de parentalité, enfin, toutes des choses qui sont liées au fait de qu'est-ce qu'on veut faire avec cet enfant, qu'est-ce qu'on a comme projet pour elle. Ils visitent la maison, voir dans quelles conditions elle vit. C'est à la fois très positif et très humiliant, hein, parce que c'est particulièrement intrusif, en fait. Et puis, voilà, elle est scolarisée, elle va... Elle a 4 ans à ce moment-là. Elle a déjà 4 ans à ce moment-là, elle est scolarisée, elle va à l'école, les choses se passent bien, elle parle, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a papa et maman, enfin, je veux dire, elle est encadrée. Et cette procédure d'adoption, même si on la considère comme normale, elle n'est en rien obligatoire. On veut juste qu'elle se sente à part entière membre de notre famille. Et par définition, elle ne porte pas le même nom que nous. Donc ce nom doit changer. Elle ne porte ni mon nom, ni celui de mon ex-femme, puisque sa maman n'avait pas le même nom de famille. Donc c'est un détail, mais c'est pour nous quelque chose d'important. Et comme dans notre projet de couple, à ce moment-là, on a l'intention d'avoir un enfant en plus, un deuxième, même si on pourrait dire un premier ou un premier biologique. Un premier biologique, la seule chose qui nous anime et qui est importante, c'est qu'elles n'aient pas un nom différent toutes les deux. Et qu'en aucun cas, Déborah se pose la moindre question sur notre choix, notre désir, pourquoi on ne le fait pas ou pourquoi ça traînerait. Et finalement, procédure avec les assistants sociaux, l'adoption intra-européenne ou extra, je ne sais plus les noms, excusez-moi. International. Voilà, international est finalement validé. Et donc maintenant, reste la dernière étape, c'est-à-dire les assistants sociaux en Belgique. Et je me souviens que j'ai un jour fait une crise avec eux parce que... Attends, je te coupe parce que pardon. là, je comprends pas. C'est validé et pourtant il reste des assistants sociaux à voir. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent en fait confirmer que la procédure d'adoption peut être faite. Il y a des règles à respecter. Je veux dire, c'est une espèce de triangle. Il y a le triangle du juge de la jeunesse qui valide ou infirme la légalité de l'adoption selon les formes de la loi. Il y a le juge, alors à l'occurrence c'est un juge, je ne sais plus à quoi Poissy appartient, mais c'est un juge par là qui doit valider la validité et la légalité de l'adoption internationale. Et ensuite, les services sociaux doivent valider que nous sommes éligibles au rang de parents. Et une fois que ces 3 procédures se rejoignent, elles repassent devant un dernier juge qui, lui, formalise l'adoption, parce qu'il y a des adoptions plénières, c'est le nom de l'adoption, puisqu'elle change de nom, elle change de nationalité, et donc ça devient quelque chose de définitif. Et donc au final, cette procédure d'adoption va durer à peu près 4 ans. Parce que je pense qu'elle aurait pu durer 3 ans, mais je me suis pris la tête à un moment donné avec une assistante sociale qui m'a reproché que mon projet de parentalité n'était pas suffisamment élaboré et que donc elle me demandait de le recommencer. Et lorsque je me suis un peu fâché par lassitude, parce que je pense qu'à un moment donné, c'était un petit peu particulier. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Je pense, oui. Et je lui ai demandé si elle se rendait compte qu'en fait, elle posait des questions dans son projet de parentalité, des choses qui étaient incohérentes par rapport que l'enfant était déjà chez nous. Elle me demandait qu'allez-vous faire pour sa chambre, qu'est-ce que vous avez prévu pour son école. Tout ça est déjà fait. Et donc je pensais qu'elle savait, et je me suis rendu compte que cette dame ne savait pas tout, ou n'avait pas lu son dossier complètement, tout ça. Et donc je me suis un jour fâché contre elle en lui disant « Mais madame, est-ce que vous vous rendez compte
qu'elle vit déjà chez nous, qu'elle est placée par le juge. Et que donc, dans l'absolu, cette procédure d'adoption, elle est juste pour régulariser une situation, entre guillemets, de nom, de domicile, même si, en gros, c'était vraiment juste une formalité. Et à ce moment-là, cette dame me répond quelque chose d'ultra choquant. Elle me dit, mais vous vous rendez compte que, comme elle est orpheline, pour l'instant, vous percevez, en Belgique, on perçoit des allocations familiales quand on a des enfants, et les allocations familiales sont majorées quand elles sont plus importantes, presque le double. Donc c'est presque 400-450 € par mois qui sont versés par l'État parce qu'on a un enfant orphelin chez nous. Et Ce qu'on appelle chez nous pupille de l'État. Peut-être, je ne connais pas le nom. Et donc à un moment donné, elle me dit, mais vous vous rendez compte que si vous l'adoptez, vous allez perdre ces allocations familiales majorées. Et je dis, mais excusez-moi, mais je m'en fous. Je dis juste, je voudrais que ma fille porte mon nom. C'est la seule chose qui m'importe, qu'elle ne se sente pas étrangère à ça. Et je dis, elle va bientôt rentrer à l'école primaire et elle va commencer à écrire, donc elle va se rendre compte que son nom n'est pas le même que le mien. Et je voudrais qu'on évite qu'elle se rende compte de ça. Et elle ne comprenait pas. Et elle me dit, mais pourquoi vous l'adoptez alors? Parce qu'en gros, elle dit, c'est juste une procédure de nom. Mais je dis, pour ça. Et je dis, parce qu'on a l'intention aussi d'avoir un autre enfant et que on ne voudrait pas qu'il y ait de différence entre elles. Et finalement, elle a fini par comprendre. Cette procédure a pu se terminer. Et en 2007, en septembre 2007, elle a finalement été adoptée plénièrement. Elle a pris mon nom. On a changé ses autres prénoms. Non, on n'a pas changé ses autres prénoms. On a c'était Coralie et Christelle. Hein. Ouais. Elle avait les prénoms des parrains et marraines. Et donc on a strictement rien changé là-dessus. Excuse-moi, je me suis trompé. Pas de souci. Et elle a changé de nom de famille. Donc on est en septembre 2007. 2007. Et tu as quel âge? 6 ans. Voilà, 6 ans. Tu as 6 ans. Ouais. Donc très clairement, en septembre 2007, on n'était plus à 23 mois et tu te rends parfaitement compte, j'imagine, de ce qui se passe. Je pense, oui. Je sais, du coup, moi, je rentre en première primaire et je sais qu'à partir de ma première primaire, j'ai changé mon nom de famille. D'accord. Et voilà. Je fais le parallèle avec ma fille, qui a 6 ans, et qui commence à se poser pas mal de questions, et surtout qui commence à trouver le temps long. Donc je me pose la question de savoir si toi, à ce moment-là, tu avais conscience un peu de ce qui se passait, et si tu commençais à te dire, comment ça se fait que je ne m'appelle pas comme mon papa? Ça, je pense que ça m'est pas venu à l'esprit, je pense. Pas à ce moment-là. Non. Mais je sais qu'à cet âge-là, d'après mes souvenirs, je me suis quand même demandé, j'étais quand même petite, 6 ans, enfin voilà, c'est pas un grand âge, mais moi je pensais quand même que ma maman m'avait abandonnée, entre guillemets, parce qu'effectivement, je me suis quand même rendu compte que j'ai été adoptée, donc ça je l'avais bien compris, mais dans ma tête, j'étais en train de me dire, maman, elle m'a abandonnée, tout ça, enfin. Donc à cet âge-là. Tu connaissais ton histoire? Oui. D'accord. Donc tu savais qu'elle t'avait pas abandonné? Non, c'est ça, mais je me dis, dans la tête d'une enfant, je pouvais peut-être pas forcément comprendre la maladie, tout ça, donc je pense que j'ai vécu un petit peu ça comme ça, mais. D'accord. Compliqué à vivre? Non, pas tant que ça. D'accord. Donc au moment où vous l'adoptez tous les deux, vous êtes toujours mariés, donc il n'y a pas de souci particulier. Je pose cette question non à dessein parce que si par hasard il y avait eu un souci à ce moment-là déjà, à mon avis la procédure était largement compliquée. Non. Nous avons eu un souci au moment de la dernière comparution. On a eu un stress dans notre couple. Mon ex-femme avait rencontré quelqu'un, elle a vécu une petite histoire d'amour à ce moment-là, et elle était partie. Et je me souviendrai que ce petit machin-là, qui avait 6 ans, j'étais forcément un peu affecté par ce qui se passait. Et un jour, ce petit machin débarque dans ma chambre. Ah oui. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle dit, mais je viens près de toi. Et je dis, mais il faut pas. Et elle m'a répondu juste, si, tu en as besoin. Si c'est pas mieux. Ouais, ça voilà. Et elle avait dormi avec moi, et parfois on faisait la sieste ensemble. Ah ouais. Ça, c'est on avait des bons souvenirs, ça. des chouettes moments, et voilà. Et puis, les choses sont rentrées dans l'ordre avec mon ex-femme. Elle a vécu sa petite histoire.
D'accord. Elle est revenue après, et puis voilà, et j'ai pardonné, et puis on est reparti, mais voilà. C'était pas un moment facile. Je me souviens, mais alors là, ça c'est particulier, que nous avions eu une dispute juste avant la comparution, et elle m'avait dit si tu continues à me faire chier, je n'irai pas au tribunal. Je rappelle que je n'étais ni tuteur, ni subrogé tuteur, j'avais rien à dire, j'étais totalement prisonnier Ouais. de cette procédure. J'ai rarement menacé quelqu'un, mais là j'ai menacé clairement mon ex-femme. Ouais. Je lui ai dit ah non, je vais pas te tuer, je vais te casser tous les os. Parce que j'ai dit si tu me fais ça, jamais. Elle ne l'a pas fait. C'était une dispute au moment d'une séparation qui n'est pas facile, où les mots dépassent la pensée. Mais je la voulais, c'était ma fille. Oui, puis j'ai envie de dire, de mon point de vue, en me mettant à ta place, il y a des menaces qu'il vaudrait mieux éviter de faire. On ne fait jamais ce genre de choses, de toute manière. Ouais. Une menace, c'est quand le cœur déborde, et puis voilà. Oui. Ah, on peut le comprendre après. Enfin, je veux dire, Elle avait été vraiment méchante, en fait. Ouais. Elle avait vraiment été méchante, et malheureusement, c'était avec mon ex-meilleur ami, donc ça fait toujours plus mal que dans des situations différentes. Il y a eu beaucoup de mensonges. Donc je me retrouvais face à une situation pas agréable. Ouais, très et voilà, pas... mais j'ai perdu un peu le fil de mon contrôle. Ouais. Ça m'arrive. Puis on a le droit d'être des êtres humains, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, au moment où vous l'adoptez, elle a 6 ans, et vous n'avez pas encore d'enfant, ou vous avez déjà eu des Non, enfants? on n'a pas encore d'enfant. D'accord, pas encore. C'est 2 ans plus tard. D'accord, 2 ans plus tard, vous avez un autre enfant. Ouais. Comment, au tout début, quand elle t'est confiée, quand elle vous est confiée, comment tu vis ce changement de relation, finalement, c'est inattendu, enfin, quand on te l'a confié au tout départ, alors qu'il ne s'agit même pas, quand la tante est toujours vivante, je dirais, il y a effectivement un changement de vie, quand j'étais jeune, quoi. Vous êtes jeunes, j'imagine, tous les deux. Oui, on est en train de construire, entre guillemets, notre carrière, et le fait d'avoir la capacité de construire notre maison, on n'est pas du tout dans un plan d'avoir un enfant. Puis ça vous chamboule, j'imagine, pas mal, quoi. Ah, totalement. On a tout changé. On ne souhaitait pas, quand on a compris qu'il allait se passer quelque chose, ou quand on a vu, à l'époque, on travaillait à Bruxelles, et il était hors de question de vivre à Bruxelles avec un enfant, parce que il y avait des problèmes de garde, les grands-parents n'étaient pas du tout ici, enfin toute notre famille est ici. D'accord. Et donc il était pour nous inconcevable de vivre ailleurs. Donc, quand tu dis ici, on est à la campagne, à ici, côté de Marchand-Famenne, ouais. D'accord. Donc dans la campagne. D'accord. Donc changement, déménagement, enfin tout. Changement radical de vie. Radical de vie à ce moment-là, oui. Non désiré qui plus est, donc peut-être difficile à vivre. Oui, alors, oui, ok. Il y a des choses qui prennent le dessus, mais... Choisir, c'est renoncer, donc il y a un choix, et ce choix, c'est celui-là, donc... Que je peux comprendre, mais forcément, des personnes qui vont regarder le témoignage pourraient se dire, potentiellement difficile, qu'est-ce qu'il en pense? Tu viens de nous répondre. Ouais, il est évident que ça a créé de l'inconfort, il est évident que ça a créé des autres réflexions, mais par rapport à l'importance de ce qu'elle vivait, ça n'avait franchement aucun poids. À ce moment-là, au moment où on te où on propose de la garder, quand la tante de ta femme est encore de ce monde, tu n'avais pas spécialement envie d'avoir des enfants. Qu'est-ce que ça change dans ta relation? Est-ce que tu avais déjà imaginé d'avoir des enfants? Est-ce que tu avais... Par exemple, je me souviens de mon frère, il a toujours aimé les enfants. Moi, c'était pas mon cas. Jusque relativement tard, ça vient assez tard, j'ai 25 ans, et là ça devient viscéral, mais avant les enfants, pour moi c'était une usine à morve, j'ai envie de dire, pour faire simple, j'avais pas cette appétence pour les petits. Comment toi tu étais par rapport à ça? Plus jeune, ado, et puis ensuite jeune adulte, avant qu'on te la confie? Je vais dire que de base, je n'ai pas d'appétence pour les enfants, mais je ne suis pas... J'ai envie d'être papa. Ça, c'est quelque chose que j'ai construit, et petite référence au film Hook avec Robin Williams, quand il se souvient de son nounours qu'il a appelé Baba, et en fait,
ce qu'il souhaite, c'est être papa, et ça devient sa pensée positive. Je voulais être papa, parce que je n'en avais pas eu un. D'accord. Déjà à ce moment-là, avant qu'on te la confie, ou ça vient après? Je pense que tout se met ensemble comme un puzzle, en fait. Une des choses que j'ai appris, et particulièrement avec ma nouvelle compagne, c'est que on a une famille recomposée. Et je n'avais pas d'appétence pour avoir 4 enfants à la maison. Mais par contre, nous avons constaté, elle m'a appris, elle m'a fait comprendre que le cœur est la seule chose qui peut se multiplier, en fait. Et à partir du moment où j'ai su pour elle, mon cœur a grandi. Il y a eu une place pour elle. Et quelle place? Je ne sais pas, j'ai certainement fait des bonnes choses. Oui, il n'y a pas eu cette question. Alors, quel papa j'allais être? Je ne sais pas, j'avais pas de plan, j'avais pas de projet, j'avais des clichés dans ma tête. Je voulais être un papa, à la différence de ce que le mien n'avait pas été. Je voulais trouver le moyen de construire avec elle. En fait, je voulais construire une famille, ce que je n'avais pas eu. Et donc, par définition, les enfants font partie de la famille. Partager des choses avec mes enfants, autre chose. Inverser la tendance de ce que j'avais vécu. D'accord. Donc, Déborah a 8 ans quand vous avez votre premier enfant naturel, biologique, je veux dire. Comment tu vis cette arrivée? J'étais trop contente. Ouais. Ah ouais. Alors pourquoi? La réponse m'intéresse particulièrement. Parce que j'allais peut-être avoir quelqu'un avec qui jouer, tout ça. Mais en plus, j'avais une préférence pour une petite sœur. Donc quand maman m'a annoncé en pleine rue que c'était une fille, j'ai jeté mon cartable dans la rue. J'étais vraiment trop contente. Puis voilà, après, je gardais bon souvenir avec ma petite sœur quand elle était petite. Je la prenais avec moi dans ma chambre avec son trotteur. Je la déguisais, c'était super drôle. Enfin, franchement, ouais, non, j'étais très contente à l'idée d'avoir une petite sœur. D'accord. Tu avais eu auparavant des envies d'avoir des... Alors, ce que j'ai constaté, moi, chez ma fille, c'est des... Je ne sais plus où est-ce qu'elle en est, du nombre de petits frères et petites sœurs imaginaires. Hein. C'est quelque chose que tu as pu vivre aussi ou... Non. D'accord. Tu étais juste trop contente, mais tu n'avais pas spécialement fantasmé sur le fait d'avoir des frères et sœurs. Oui, c'est ça. D'accord. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous me racontiez un petit peu tous les deux, comme vous le sentez, hein, de façon libre, comment se passe ton enfance, jusqu'à la majorité, on va dire, comment ça se passe. En particulier, on peut s'attendre à des crises d'adolescence. Est-ce que tu as eu droit, Chris, à des « t'es pas mon père » Est-ce que ça, c'est des choses qui sont arrivées? Oui. Comment se passe l'enfance? Tu veux commencer? Vas-y. Je sais même pas par où commencer, moi, perso. Mais j'ai eu une enfance, je veux dire, basique, avec de l'amour et tout ça. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que j'ai eu des phases où je mentais beaucoup. C'était vers 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et après, je me suis assagie, donc ça va. Mais sinon, à part ça, ma petite crise d'ado... Rien de spécifique au fait, parce qu'évidemment, je te pose la question de façon intéressée, rien de spécifique au fait que tu sois adopté? Non. Selon toi, hein? Non, pour moi, non. D'accord. Non. Tout se passe bien, tu penses pas plus que ça? C'est ça. Mais il y a juste, peut-être, si je peux rajouter un truc, il y a le jour de mes 18 ans, j'ai reçu une lettre que justement ma mère biologique avait laissée à papa. Et de base, il voulait me la donner un peu plus tôt quand on a été visiter Poissy, donc là où j'ai vécu. Et papa s'est dit que j'étais un peu trop petite. Et je pense qu'il a bien fait, parce que je pense qu'il a bien fait d'attendre. Et le jour de mes 18 ans, il me l'a donnée. Et voilà. Et là, du coup, je pense que... C'est une lettre? Une lettre d'amour, vraiment. Réellement. Et je la garde dans ma chambre et ça m'arrive parfois de la relire. Je sais bien que dans la lettre, elle avait écrit de manière manuscrite et elle l'a retapé exactement mot par mot, elle l'a dactylographié, donc j'ai les deux versions. Et
La question que je me pose, parce qu'évidemment on est dans le cadre d'un témoignage sur l'adoption, la question que je me pose c'est, est-ce qu'à ce moment-là tu n'as déjà plus de doute, comme tu as pu exprimer tout à l'heure quand tu étais petite, de doute sur le fait que tu étais abandonnée? Ben, c'est quand je pense que j'ai lu la lettre, qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait et tout ça, et c'est là que je me suis dit, ben voilà, c'est pas un abandon, enfin... D'accord. Voilà. Pour toi, tu n'as cette certitude qu'à ce moment-là? Je pense que oui, parce que c'était ma maman, elle aurait pu, je vais peut-être direct, mais elle aurait pu avorter, parce que je pense qu'elle était déjà assez âgée pour avoir un enfant, enfin, je trouve. Et justement, elle m'a gardée. Dans sa lettre, elle m'a dit qu'elle m'aimait, elle m'a dit qu'elle m'a parlé de la famille, donc de papa, de maman, justement. Elle m'a aussi parlé légèrement de mon père biologique, comme quoi il fallait pas que je lui en veuille et tout ça. Elle m'a même dit que j'avais ces longs cils noirs, donc enfin voilà, elle m'en a un petit peu parlé. Question complémentaire, tu dis que ta maman était déjà relativement âgée. Quand elle a quel âge? Je pense qu'elle avait 45 ans. D'accord. 45 ou 46. D'accord. Alors, deux questions. D'abord pour toi, Chris. Qu'est-ce qui fait que tu attends pour lui donner? Qu'est-ce qui fait que tu estimes qu'elle n'est pas prête à recevoir cette lettre? J'ai besoin de conseils. Hein. En fait, de base... Je ne me souviens plus du contexte, mais de base, cette lettre impliquait des choses qui étaient difficiles à lire, à entendre. Et comme Déborah l'a dit, elle a eu 2 périodes compliquées dans sa vie en tant qu'enfant ou ado. Elle a eu une période vers ses 4 ans où elle faisait des crises. Elle le reconnaissait elle-même, elle faisait des crises. Des crises de colère? Elle criait, elle faisait des crises de colère et tout ça. Alors j'ai inventé des petites punitions pour l'embêter et pour essayer de la calmer, tout ça. Mais elle disait, ouais, ça va, j'ai fait ma crise. Et puis elle repartait. Et donc forcément, on essaie de ne pas se sentir coupable de ce genre de crise parce que une des choses dont a très fort souffert et dont souffre encore mon ex-femme, c'est un mélange entre ce n'est pas mon enfant, et avec ce lien très tactile, ce lien très physique, ce lien très émotionnel, et j'ai volé l'enfant de ma tante. Oui, il y a une culpabilité Il y a de la une part de ton ex-femme. culpabilité, et qui a nui à leur relation. Et ça, c'est très difficile. Moi, je n'arrivais pas à... J'ai toujours senti qu'elle faisait une différence entre nos Qui deux nuit enfants. à la relation entre ton ex-femme Oui. et sa fille. Ouais. Toi, Déborah. D'accord. Et j'ai toujours senti qu'elle faisait une différence. Je lui en veux pas, parce que c'est pas évident. Mais c'est difficile de communiquer avec elle là-dessus, d'autant plus depuis qu'on est divorcés. Mais elle a... Voilà. Pour moi, ça a été une évidence. Et comme cet enfant... Enfin, voilà. Et pour elle, ça a été très pénible. Alors qu'elle était de sa famille, alors que c'était voulu par sa tante, alors que c'était quelque chose de souhaité. Ça a été assez pénible et... elle me faisait souvent part de remarques du genre, oui, mais c'est pas la mienne, j'ai pas le droit de faire ça, ou oh, je ne la reconnais pas, je ne l'identifie pas. Enfin, j'ai essayé de travailler là-dessus et chaque enfant a dans son parcours de vie des moments où les enfants ont différentes phases par rapport à l'hygiène et comme tout enfant, parfois, ils évitent la douche pendant une certaine période. On fait jamais ça quand on est enfant. Tu as fait ça aussi, et donc... Jamais. Et je me souviens de mots qui étaient très durs de mon ex-femme qui disait « Oh, je n'aime pas son odeur, je ne la reconnais pas. » Et où je lui disais « Écoute, peu importe. » Et donc... puis elle a eu une deuxième période un peu compliquée quand elle a eu 14-15 ans, où effectivement elle était dans le mensonge, elle cachait des choses et tout ça. Voilà, c'était une période qui n'était pas forcément facile entre nous. Et donc sa maman nous lui avait dit, je n'ai jamais lu cette lettre avant que sa maman soit décédée. Elle lui avait dit, tu vois, et elle dit, voilà, ne lui donne pas avant un certain âge parce que je vais y dire des choses. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas donné avant, on en avait parlé avec mon ex-femme, et je ne ressentais pas qu'elle était prête à lire ce qui était dedans. D'accord, mais comment tu pouvais savoir? Ou alors j'ai mal compris, mais tu me dis que tu non, n'as jamais lu. Avant le décès de sa maman. Ah, avant le décès de sa maman, d'accord. Et okay. donc, ce qui... Je pense qu'il y avait à la fois une volonté de ne pas la blesser,
parce qu'on savait pas ce qu'il était devenu, le papa. Il y avait aussi une peur pour nous, peut-être de la perdre, parce que les enfants qui veulent savoir d'où ils viennent, c'est pas fréquent que ça, et qui... On a peur qu'ils aillent chercher l'information et qu'ils n'en reviennent pas. En fait, qu'ils aillent chercher l'information, on a été les premiers à le faire. On a été avec ma nouvelle compagne et on est allé. On lui a dit, voilà d'où tu viens, voilà où tu étais, et on va aller voir. Parce que on avait quelque part plus peur, mais il y a une période où j'ai eu peur de la perdre. J'ai eu peur qu'elle cherche à savoir d'où elle venait, de savoir... Et pas pour qu'elle sache, c'est normal qu'elle sache, mais de la perdre. Et comme elle était dans une période de crise à ce moment-là, je pense que c'était pas le bon moment, et puis voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut le faire. Et donc on a mixé ça avec le fait d'aller là-bas, d'aller voir là-bas, de chercher la trace de son papa biologique, et de savoir un petit peu qui elle était, d'où elle était. Si elle voulait savoir, il fallait lui donner la réponse. C'était... Et donc tu l'as retrouvé, ton papa biologique? Non. Non. On est allé à Poissy, on a eu des informations... C'était assez amusant, parce qu'on a débarqué là-bas comme des Belges. Hein. On est sympa, on est gentil, on laisse passer les gens au passage pour piétons et tout ça. Donc on est souvent surprenant, et les Français nous disent « Vous êtes des Belges, vous êtes gentils, vous !» Et donc on est arrivé là-bas, et il y avait sur cette place, parce que c'est un quartier quand même un peu particulier, Poissy et tout ça, et on a été accueillis par ce que je peux appeler la bande du quartier, avec le chef de la bande du quartier, qui est carrément venu nous dire... on peut vous aider, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous tournez là, de manière un petit peu claire au début. Et donc on a joué franc jeu, en fait, on lui a expliqué. Et là, le garçon, il a été incroyable, il a dit « Ah, mais bienvenue chez toi, t'es de chez nous !» Enfin, ouf, on va pas se faire agresser. C'était dans une cité? Oui, dans une cité, Ouais. oui, clairement, dans une cité. Et on lui a montré les trucs, et on lui a demandé des nouvelles, et on lui a demandé ce qu'il savait et tout ça. Et d'après les infos qu'il avait, donc son papa biologique serait reparti dans son pays et serait décédé. Mais voilà, et il était originaire d'Algérie, hein, c'est ça? Ouais. Et voilà, le reste, on n'en sait pas plus. Donc, je vais dire, on ne sait pas plus, on ne sait pas chercher beaucoup plus loin, et je pense que tu n'en avais peut-être pas besoin, ou tu n'avais pas... Voilà. Mais on l'a fait, c'était très spécial, et... D'accord. Ce dont j'aimerais que tu parles maintenant, autant que tu voudras bien le faire, c'est de ta relation avec ta mère adoptive, parce que j'ai bien compris qu'il y avait eu des difficultés. Ouais. Donc, si tu ne veux pas en parler, Si. ne le dis pas. Sinon, dis-le comme tu as envie de le dire. Je pense que comme papa l'a dit avant, même moi je le ressens même encore à l'heure actuelle, qu'il y a une différence entre moi et ma petite sœur. Maman est beaucoup plus tactile avec ma petite sœur qu'elle ne l'est avec moi. Donc, et moi, je suis vraiment quelqu'un de très sensible, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de réconfort, etc. Et je pense que je peux pas en trouver chez elle, quoi. Donc c'est un peu trash à dire, mais c'est vraiment mon ressenti. Et voilà, alors que le réconfort, du coup, je peux le retrouver chez papa. Donc c'est déjà ça de prix. Voilà, c'est vrai qu'avec maman, on n'a pas de très bonne relation. J'ai cru que notre relation s'était améliorée depuis la séparation avec papa, mais je lui ai dit, elle m'a dit non, pas du tout. Je fais d'accord, ok, j'ai compris. Donc voilà. Parce qu'elle avoue d'elle-même qu'elle fait une différence, ou ça, tu le ressens juste? Je le ressens, et je pense que c'était il y a quelques mois, je lui ai dit oui, je trouve que depuis que tu n'es plus avec papa, j'ai l'impression que notre relation, elle est quand même un peu plus positive qu'avant, parce qu'il faut savoir qu'avant, on se disputait mais tous les jours, il y avait un mot au-dessus de l'autre, et je pense que c'était un peu fatigant pour tout le monde, quoi. Donc voilà, et quand je lui ai dit que j'étais contente parce que je trouvais que notre relation allait mieux, elle m'a dit non, notre relation va pas mieux, c'est juste moi qui essaye d'éviter de parler des sujets qui peuvent nous faire nous engueuler. Donc déjà quand j'entends ça, c'est pas très motivant, donc j'ai plus rien dit de la soirée parce que j'étais peu à cran. Ouais. À quoi tu attribues, toi, cette différence entre la façon dont elle
dont elle s'occupe de ta petite sœur et dont elle s'occupe de toi. Je pense peut-être que le fait que je sois, moi, pas sa fille biologique, c'est peut-être ça, et peut-être aussi le fait que, comme papa l'avait dit tout à l'heure aussi, je pense que ma maman s'en veut inconsciemment de m'avoir pris, entre guillemets, ma maman biologique. Et je pense que c'est dur pour elle, mais j'ai besoin de ma maman aussi, quoi. Donc, c'est... Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agirait d'une personne qui n'a pas su aller au-delà du lien du sang? Il y a des gens pour qui le lien du sang est important. Et qui peu importe qui se trompe ou pas, peu importe ce qu'on en pense, mais je pense, ouais. C'est à la fois très vrai et un peu plus complexe que ça. Il y a dans la relation, on a eu énormément de difficultés pour avoir notre deuxième enfant. On a fait une PMA et ça a été très compliqué à la naissance. Donc il y a quelque chose qui a été exacerbé. On a failli perdre notre deuxième enfant, elle a été très malade, elle a passé un long séjour à l'hôpital, sous ponction lombaire régulière, enfin une infection, des signes de méningite, enfin quelque chose de très compliqué. Et elle a été arrachée au bras de sa maman dès les premiers moments, dès la naissance, parce qu'elle était verte quand elle est sortie, donc c'était très compliqué. Donc je pense qu'au-delà de cette relation où elle a du mal à être la maman de Déborah, parce qu'il y a ce côté je l'ai pris à ma tante, il y a aussi ce lien du sang qu'elle n'a pas identifié, ça a été exacerbé par le fait qu'elle a failli perdre notre deuxième enfant et qu'elle s'y est accrochée un peu et que elle a eu une relation elle-même très compliquée avec sa maman à elle. Donc on porte tous les stigmates et les cicatrices de notre passé et tout ça. Et donc elle n'a pas su trouver le bon équilibre. Et voilà, personne n'est parfait. Ce que Déborah dit est très juste, elle évite les sujets qui fâchent parce que en gros c'est plus facile en fait, ou c'est moins source de tension. Ouais, c'est plus facile ou c'est moins dur. C'est peut-être moins dur, oui. Bon, maintenant, Déborah, tu as 22 ans. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu me fasses un petit résumé de où est-ce que tu en es aujourd'hui, en fait. Comment toi, quel regard tu jettes sur ton histoire. Donc, je vais te laisser d'abord répondre à ça. C'est vrai, l'histoire, c'est pas une histoire... Enfin, c'est une histoire qui sort un peu du commun, je trouve, parce que mes copines n'ont pas été adoptées par leurs gens de la famille. Enfin, voilà, c'est... Mais moi, je suis contente. Ici, je suis vraiment heureuse. Enfin, il y a... Cette histoire ne t'a pas empêché de te construire. Est-ce que tu as la sensation qu'il reste des blessures que tu n'as pas su gérer ou que tu n'as pas su... On a tous des difficultés dans la vie, on les surmonte ou on les surmonte pas. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu n'as pas réussi à surmonter, en fait? Est-ce que cette adoption t'a laissé des blessures qui sont compliquées pour toi ou que tu estimes ne pas être refermées aujourd'hui? Pas spécialement, mais c'est vrai que parfois je m'imagine comment ma vie aurait été avec ma maman biologique, justement. Après, j'espère juste de tout cœur que ma relation avec ma maman biologique aurait été mieux qu'avec ma maman adoptive, parce que bon, voilà. Mais non, ici, je suis heureuse, j'ai une famille qui m'aime et tout ça, et je pense que ça n'a pas de prix, et c'est le plus important. Mais sinon, je n'ai pas forcément de blessures, non. Pas... D'accord. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que tu te sens pas fragilisé par ce que tu as vécu? Au final, tu t'es bien construit, tu es une adulte, jeune adulte, mais en pleine peau. Tu as l'air en pleine peau, hein. Enfin, tu as l'air en forme, tu as l'air pas malheureuse en tout cas, hein. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Hein. C'est gentil. Le sourire est là, en dépit du fait qu'on parle d'un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. J'en profite pour te remercier d'avoir accepté d'en parler, ainsi que à ton papa.
Alors, la question que j'aimerais te poser, et je suis intéressé parce que quelque part en tant que père adoptif, bientôt, enfin ce sera fait quand cette vidéo sera publiée, évidemment il m'arrive que je me pose la question de savoir comment je vais gérer les éventuelles complications qui pourraient être liées au fait que ma fille sera adoptée. D'accord ? Et notamment, j'aimerais savoir comment tu as vécu les réactions des gens qui te connaissent, des amis, quand ils apprennent que tu es adopté. D'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose, ou une vision de la société à propos duquel tu voudrais dire quelque chose ? Bah, justement, quand je dis que je suis adoptée, on me regarde avec des grands yeux, on me fait « Quoi ? C'est vrai ?» Donc on me pose un petit peu des questions, mais quand je rajoute j'ai été adoptée par mon parrain et ma marraine qui font partie de ma famille, on me dit « Ah, c'est génial !» Parce que, et même moi, je rajoute, j'ai pas forcément quitté la famille, donc moi je trouve ça top. C'est positif, donc c'est pour ça que je me cache pas forcément. Après, je vais pas le crier sur tous les toits avec une pancarte, je suis adoptée. Mais après. Bah là, un certain nombre de personnes vont être au courant. Voilà. Mais. Est-ce que tu les vannes aussi de temps en temps, ceux Oui, qui t'embêtent, c'est vrai que parfois je les vanne, mais bon, c'est pas bien du tout. Mais Et maintenant que tu as dit ça, tu es obligé de nous expliquer comment tu les vannes. bah, parfois, entre adolescents et tout ça, on se dit parfois des gros mots du genre « nique ta mère ». Donc moi, je les regarde et je fais « ma mère, elle est morte ». Mais c'est pas bien, j'en rigole, mais c'est pas bien. Et ils sont cassés quand Et tu ils dis sont ça. cassés, ils sont là. Oh merde, oh Je suis punaise. désolée. Donc du coup, bah voilà, je dis no Comment rendre tes stress, c'est copains pas- coupables, hein ? C'est ça. Ça marche bien la Oui. culpabilité quand même, hein, pour casser quelqu'un. Mais même parfois, les gens sont étonnés que j'en parle aussi facilement, mais c'est parce que ma maman est décédée quand j'étais toute petite. Donc, c'est pas forcément elle qui m'a élevée. Donc, voilà. Moi, inconsciemment, j'ai l'impression que papa et maman, ce sont justement mes parents biologiques, parce que j'ai vécu toute ma vie avec eux, c'est eux qui m'ont élevée, c'est eux qui m'ont inculqué des valeurs, etc. Donc, Il y a, on pourrait dire qu'elle ne me ressemble pas, on pourrait dire qu'elle n'a pas mes traits, qu'elle n'a pas mon ADN, mais il y a une vraie similitude sur plein de points. C'est une des choses que ma compagne actuelle nous a fait relever à plein de moments, parce que forcément, elle aussi, elle a dû s'habituer à cette situation, et tu as pu y trouver beaucoup d'amour aussi, parce que ouais. elle aussi a ouvert son cœur et a grandi son cœur dans son propre état de famille recomposée aussi. Et elle nous a dit, vous avez des traits de caractère similaires. Elle dit, elle n'a pas tes gènes, elle n'a pas... Mais elle dit, elle te ressemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait plaisir, qui m'a toujours touché, parce que pour moi, c'est ma fille. Et il n'y a pas... Je ne ferai jamais aucune différence. Et je ne fais aucune différence entre les deux. À part cette lettre où j'ai attendu pour la donner, où nous avions convenu avec mon ex-femme d'attendre une certaine maturité, je ne vais pas le dire autrement, pour lui donner cette lettre qui ne révélait rien d'extraordinaire à part de l'affection envers elle et tout ça, mais qui était très sensitive. On lui a toujours dit la vérité. On n'a jamais dit non. Enfin, il n'y a eu aucun secret, il n'y a eu aucune différence. Alors, j'avais une dernière question à te poser à toi, Déborah, c'est... ma fille sera à 6 ans aujourd'hui. Elle sera officiellement adoptée quand cette vidéo sortira. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour gérer sa vie d'enfant jusqu'à sa vie d'adulte? Est-ce que tu penses avoir des conseils à donner de par ton vécu? Wow. Oh, j'ai mis un poids sur ton épaule, là. Ah ouais. Moi, je pense qu'à cet âge-là, je me suis quand même posé des questions par rapport à mes parents biologiques. Mais quel conseil? Franchement, moi, j'aurais tendance à dire vivre sa vie et s'en foutre du regard des autres. Parce que c'est vrai que par rapport à ça, je me suis sentie différente. Parce que tous mes proches avaient leurs parents biologiques et tout ça. Et moi, pas, justement. Mais moi, je me dis, tant qu'il y a de l'amour... C'est pour ça, moi, j'ai jamais essayé de chercher mon papa biologique et tout ça. Enfin, ça m'intéressait pas, en fait. Parce que je savais qu'avec papa, il y avait de l'amour, avec maman aussi. Enfin, voilà, je pense que vivre sa vie et s'en foutre du regard des autres. Mais
Après, ouais, elle pourrait peut-être un petit peu chercher, mais après, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi. Elle fera Quoi ses dire. propres expériences. Ouais, c'est ça. Elle fera son propre chemin. Bon, il y a une chose qui va l'aider beaucoup, c'est qu'elle est blonde comme moi, donc les gens se poseront moins de questions. Ne souris pas, Chris. Donc, bon, c'est un truc qui me fait rire, parce que des fois, les gens dans la rue me demandent, c'est votre fille? Ben oui, vous voyez bien. Alors, avec un coup de bol, c'est qu'on se balade finalement rarement à trois quand on nous pose cette question-là. Toujours quelque chose qui me fait sourire, mais effectivement, c'est des questions, je me demande toujours si, en grandissant, si ça la blessera ou pas. Donc, écoute, tu lui as donné un conseil. Ouais, mais après, je pense que ça dépend des personnes, hein, mais Sûrement, de pense leur que, caractère, ouais. moi, je me dis, l'amour, c'est le plus important, donc moi, je me suis jamais posé des questions par rapport à mes parents biologiques, parce que j'étais bien... Alors en fait, je t'ai bien posé la avant. question en te demandant un conseil pour elle, mais c'était pas très honnête de ma part. Je m'inquiète en tant que père de la façon dont on... C'est incontrôlable ça. Enfin, je pense que tu l'as vécu aussi, on s'inquiète en tant que père, on veut que ça se passe toujours le mieux possible. D'ailleurs, peu importe qu'il s'agisse d'une adoption ou pas, d'ailleurs, on est toujours en train de s'inquiéter pour ses On se enfants. préoccupe toujours pour ses enfants. La seule chose que moi je peux te dire, c'est... Moi j'ai connu une famille dans laquelle j'étais un enfant naturel, biologique, unique. On aurait pu qualifier ça de petit prince, de tout ce que tu veux, enfin toutes ces choses qu'on nous a dit. Et j'ai vécu dans une famille sans amour. J'ai vécu dans une famille où il n'était pas bon d'être l'enfant. Alors, tout ce que je peux lui dire, te dire, c'est tellement merveilleux de trouver des cœurs qui s'ouvrent, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit tout ce qui vous différencie. Tu lui ouvres ton cœur et elle t'ouvre le sien, parce que vous allez vous rejoindre. Ce ne sera pas parfait, tu ne seras pas un père parfait, tu vas faire plein d'erreurs, j'en ai fait plein aussi. Elle fera des erreurs, elle te dira que tu n'es pas son père un jour, tôt ou tard. Tu me l'as dit. Oui, tu me l'as dit quand tu étais fâché contre moi. Oh, mais t'as pas l'air à l'aise, là. Mais là, ça n'a jamais entamé l'amour. Ça n'a jamais entamé le fait que il est inconditionnel. Il doit s'harmoniser différemment. Mais c'est inconditionnel. Et tu lui ouvres quelque chose. Tu lui ouvres une partie de ta vie. Et elle ouvre une partie de la sienne. Faites-en quelque chose de chouette. Bien entendu, mais le message est passé. Bon, en tout cas, je vous remercie encore une fois tous les deux, ça m'a fait très plaisir. Et puis, ça va mettre un terme à ce témoignage, à cette interview. Merci à beaucoup. toi également. Merci. Bon, tu peux le tenir. J'ai Top. toujours connu à la maison, quand je suis arrivée, dans le buffet, il y avait une photo de Douce, donc de la maman biologique de Déborah. La maman biologique de Déborah a toujours fait partie de la famille. Et quand Christophe en parle, il en parle avec énormément de respect et avec énormément de gratitude. Il dit souvent que Débo, c'est son cadeau. C'est mon plus beau cadeau. C'est son plus beau cadeau. Et je crois que c'est ça qui fait que Débo a toujours su, parce que la photo de sa maman était là. On lui a rien caché. Ouais. On lui a rien caché. Moi, je suis arrivée après, mais Douce, même si elle n'est pas là, fait partie de la famille. C'est juste un Débo. D'accord. Bon, merci pour cette précision. Oh, je pleure. Tu plires? Oui. Ah. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension.
si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».